Nous avons une information de dernière minute. Le président Trump vient tout juste de publier sur Truth Social qu'il se réunit dans la salle de crise pour, je cite ce qu'il a écrit en bas de l'écran. On va faire défiler pour voir. Je me réunis maintenant dans la salle de crise pour prendre une décision finale sur ce qui va se passer concernant la guerre avec l'Iran. Vous savez, ça fait un bon moment qu'il affirme qu'un accord a été trouvé, qu'il discute depuis, je crois, samedi dernier, il y a une semaine, si je ne me trompe pas, quand il avait dit que l'accord était en grande partie conclu et que les détails seraient annoncés très bientôt. Et nous voilà environ une semaine plus tard. Il n'y a toujours aucun détail, beaucoup d'informations contradictoires, on va y revenir dans un instant. Mais pour l'instant, le président Trump affirme qu'il est dans la salle de crise pour prendre une décision finale. On peut seulement imaginer, il ne l'a pas précisé, mais l'implication c'est que soit il va y avoir un accord négocié selon les conditions qu'il a exposées sur Truth Social, soit il va reprendre les opérations militaires. C'est bien ce que ça sous-entend. Je ne vois pas quelle autre conclusion on pourrait tirer, à moins qu'il ait regardé notre émission et qu'il se soit dit « Vous savez quoi ? J'ai calculé que le mieux c'est d'appliquer le plan du retrait. » Donc, si l'Iran n'accepte pas mes conditions de négociation, on s'en va, tout simplement. Ce serait bien mieux que de repartir dans cette folie, cette catastrophe, cette autodestruction que représenterait un retour à l'option militaire, en écoutant tous les faucons de guerre qui le supplient d'y aller, y compris, et pas des moindres, à Tel Aviv, en Israël. Mais venons-en à ce qu'il a dit ici, parce que c'est vraiment, vraiment important. Et ça illustre assez bien deux grands thèmes dont on va parler dans cette émission aujourd'hui. Le premier, c'est la confiance. Sans confiance, même un minimum, même si vous détestez profondément votre adversaire, vous devez quand même avoir un certain niveau de confiance si vous voulez parvenir à un accord négocié. Parce que l'autre partie doit croire que vous ferez ce que vous dites pour accepter de vous donner ce que vous voulez. Et vous, de votre côté, vous devez avoir confiance qu'ils feront ce qu'ils promettent. S'il n'y a pas au moins un minimum de confiance, alors il n'y a aucune base pour un règlement négocié, quel qu'il soit. Maintenant, on accuse souvent l'Iran dans les médias occidentaux de ne jamais tenir parole, de ne jamais faire ce qu'il dit. En réalité, le bilan est plus nuancé. Il y a des choses qu'ils n'ont pas faites, c'est vrai, mais il y en a aussi beaucoup qu'ils ont bel et bien réalisées. Et quand ils l'ont été, surtout pendant la période du JCPOA, quand on a découvert certaines choses et qu'ils ont été accusés de faire ce qu'ils ne faisaient pas, eh bien, ils se sont mis en conformité. Donc il y a quand même un certain degré de sérieux de leur côté. Il y a donc une forme de confiance, disons minimale, dans le fait qu'ils feront ce qu'ils disent, surtout tant qu'on leur donne une raison de continuer à le faire. La vraie question c'est, est-ce qu'il y a, de notre côté, une quelconque confiance pour qu'ils puissent accepter les conditions que le président Trump veut imposer? C'est ça le point essentiel ici. Regardons maintenant quelques détails tirés de cette publication sur Truth Social. Le président Trump commence en disant que l'Iran doit accepter de ne jamais posséder d'armes ou de bombes nucléaires. Ce qui en soi est évident, puisqu'ils ont toujours affirmé cela. Ils n'ont jamais dit autre chose. Donc, sur ce point-là, c'est bon, c'est fait. Le détroit d'Ormuz doit être immédiatement rouvert, sans péage, et la navigation doit être libre dans les deux sens. Toutes les mines marines, les bombes, s'il y en a, seront éliminées. Le texte entre ensuite dans beaucoup de détails sur ces mines. Puis un peu plus bas, il précise que les soi-disant matériaux retraités, issus de poussières nucléaires, devront être extraits par les États-Unis, car il est convenu que seuls les États-Unis, avec la Chine, ont la capacité technique de le faire, en étroite coordination avec la République islamique d'Iran, ainsi qu'avec l'Agence de l'énergie atomique, pour ensuite les détruire. Aucun transfert d'argent n'aura lieu jusqu'à nouvel ordre. D'autres points,
beaucoup moins importants, ont également été approuvés. Donc voilà, le président Trump déclare d'emblée que oui, en étroite coordination avec l'Iran, ils se sont mis d'accord sur tout cela, sur des questions secondaires et sur d'autres bien plus importantes. Et il continue de parler de la façon dont ils vont gérer la poussière nucléaire, de l'ouverture du détroit d'Ormuz, sans péage, sans frais, complètement ouvert. Et là, il a évoqué d'autres sujets. Il parle probablement du soutien aux groupes armés, des missiles longue portée, de la question du Liban, des sujets qui sont loin d'être mineurs. Mais lui, il les met de côté. Même ceux qu'il mentionne sont très très différents de ce que dit la partie iranienne, même depuis une semaine à peine. Et là, Jeremy Scahill vient tout juste de publier quelque chose sur X, où il explique que le camp iranien s'attendait à ce que quelque chose comme ça se produise. Je crois qu'il avait déjà posté un message à ce sujet en partie hier soir, puis à nouveau aujourd'hui. Il dit que c'est ce qu'un responsable iranien a déclaré. Voyons, c'était à 11h20, donc littéralement il y a quelques minutes. Voilà ce qu'un responsable iranien m'a dit hier soir, en prévoyant que Trump ferait une annonce comme celle qu'il vient de publier sur Truth Social. L'Iran a aussi averti que Trump risquait de déformer les termes de l'accord privé pour nourrir son récit de victoire. Et hier soir encore, ce responsable iranien m'expliquait que, du point de vue de Téhéran, il existe une version finale d'un protocole d'accord avec les États-Unis. Mais l'Iran n'a absolument aucune confiance. Oui, ce mot revient encore. Aucune confiance dans la parole américaine. Et ne peut pas exclure la possibilité de nouvelles frappes américano-israéliennes. C'est pourquoi l'Iran avance avec prudence avant toute annonce officielle. Et écoutez, parlons un peu de tout ça. On va vous montrer quelque chose dans un instant. Non, en fait, je vais le faire tout de suite parce que c'est vraiment révélateur. Vous venez de voir ce que le président Trump a déclaré. Vous savez, cette idée selon laquelle ils vont avoir une arme nucléaire, que le détroit d'Ormuz doit être immédiatement ouvert, sans péage, avec une navigation totalement libre, que la poussière nucléaire doit être détruite par les États-Unis et qu'aucun versement d'argent ne sera accepté. Ces 3 points-là, gardez-les bien en tête. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que m'a dit le professeur Morandi. Il faisait partie de la première délégation iranienne lors des négociations avec les États-Unis et il était très au fait des positions officielles du gouvernement. Il m'a expliqué, il y a seulement quelques jours, qu'il y a 4 points non négociables que l'Iran doit obtenir pour qu'un accord soit possible. Voyez comment ça se compare à ce que je viens de vous dire à propos des déclarations de Trump sur Truth Social. Du point de vue iranien, pour que cette guerre prenne fin, que les blocus réciproques soient levés et qu'il y ait la moindre chance de reprendre le flux de pétrole, même à peu près comme avant le début du conflit, l'Iran devra récupérer ses avoirs gelés. En clair, son argent devra être libéré. Les sanctions sur le secteur de l'énergie devront être levées, pas toutes les sanctions, seulement celles-là. Donc lever des sanctions sur l'énergie, des conditions négociées de fin de guerre, une sorte d'accord sur ce point, et l'arrêt du conflit avec le Hezbollah dans le sud du Liban. Si ces 4 éléments se réalisent, alors la partie iranienne accepterait. Mais attention à ne pas déformer les choses. Si l'un de ces 4 points n'est pas rempli, il n'y aura pas de fin à la guerre. Est-ce que c'est une description juste? Oui, c'est ça. Et bien sûr, le blocus du détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné ou pas, mais oui, vous avez tout à fait raison. Voilà. Les Iraniens vont garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Il y aura de l'argent provenant de leurs avoirs gelés. Les fonds iraniens seront débloqués immédiatement et les sanctions sur le secteur de l'énergie seront levées dès le départ. Ce sont là quelques points essentiels. Et quand il parle du cessez-le-feu, il précise que la guerre est terminée.
il faisait référence très clairement au Liban. Et bien sûr, la presse israélienne ce matin rapporte que les Israéliens affirment avoir avancé au-delà même du fleuve Litani, qui était autrefois la limite la plus au nord de leur progression. Maintenant, ils vont encore plus loin, ce qui semble être une provocation directe envers le président Trump. Une idée de pourquoi? Tout le monde sait que c'est très clairement exprimé du côté iranien. La guerre contre le Liban doit prendre fin dans le cadre d'un accord ici. C'est lié, c'est la même chose. Et donc, du côté iranien et du côté israélien, on voit bien qu'Israël ne veut pas que cela arrive. Alors ils avancent encore plus profondément au Liban, un peu comme ils l'avaient fait quand Trump avait annoncé, je crois que c'était le 7 ou le 8 avril, le cessez-le-feu après une quarantaine de jours de guerre qui devait aussi inclure le Liban. Et ce matin-là, Israël a frappé le Liban avec la plus grande attaque de son histoire. C'est quelque chose qu'Israël a déjà fait par le passé. Tout ça revient à dire où est la moindre confiance dans le fait que le président Trump acceptera, réalisera et mènera à bien ce qu'il promet. C'est absolument crucial. Ce n'est pas un détail, mes amis. Si l'autre camp n'a aucune confiance dans le fait que les termes d'un éventuel protocole d'accord seront respectés, et là je ne parle même pas de la négociation de fin de guerre, qui d'après ses estimations, aurait lieu environ 60 jours plus tard, quand les questions les plus difficiles seraient abordées. Eh bien, sans un minimum de confiance, on ne peut même pas faire entrer en vigueur un protocole d'accord si l'autre partie ne croit pas que vous allez le respecter. Alors, regardons ça un instant. Bien sûr, comme on en parle souvent dans l'émission, le plus gros problème, c'était sans doute pendant la guerre de 2025, quand on était en pleine négociation. On disait qu'on cherchait une issue, et puis on les a bombardés. Et ensuite, pendant cette guerre, on en était à la 3e session. La 3e a posé les bases d'un accord énorme pour l'administration Trump, meilleur que celui d'Obama, et ainsi de suite. Et là encore, on les a bombardés. Donc si on ne parlait que de ces 2 épisodes, il dirait déjà sur quoi peut-on encore fonder la moindre confiance. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je vous montrer ici une compilation de plusieurs éléments. Alors, désolé, c'est peut-être un peu petit sur certains de vos écrans. Je vais le lire à voix haute. Mais ce que ça montre, c'est qu'il s'agit d'un nombre limité. Ce n'est clairement pas toutes les fois où le président Trump a déclaré depuis le début de la guerre différentes choses sur ce qu'il allait faire ou sur ce qu'il pensait être la réalité. D'abord, le 1er mars, donc en gros le 2e jour de la guerre, il a affirmé « Nous avons déjà gagné, mais je veux gagner avec une plus grande marge. » Puis le 7 mars, il a dit « La guerre est en fait une simple excursion mineure. » Parce qu'à ce moment-là, beaucoup pensaient qu'il allait pouvoir remporter cette guerre en 3 ou 4 jours à cause de la stratégie de décapitation, à cause de cette idée d'écraser tout le reste. Il pensait que ça allait être un peu comme l'accord avec Maduro. Donc il s'est dit 3 ou 4 jours et on aura gagné. Mais là, le 7, on en est au 8e jour de guerre. Et il a dit, bon, c'est juste une petite incursion. Puis ils se sont retrouvés face au problème que finalement, c'était pas vraiment une guerre. Parce que, eh bien, il y a les obligations de la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973. Donc en fait, ce n'est pas une guerre, c'est juste une incursion. Le 11 mars, le président Trump a déclaré que les États-Unis avaient gagné la guerre en Iran, je cite, « dans la première heure ». Le 12 mars, Trump a dit qu'il n'y avait plus rien à viser. Donc, en gros, c'était déjà gagné. Le 17 mars, la guerre était soi-disant terminée en 2 ou 3 jours. D'abord, c'était censé durer 1 heure, puis 2 ou 3 jours, et on en était seulement au 18e jour de la guerre. Et là, il a encore dit que c'était déjà gagné.
Le 20 mars, il a déclaré « Oh, je crois qu'on a gagné ». 3 jours plus tard, le 24 mars, il a dit aux journalistes « Nous avons gagné cette guerre. Cette guerre est terminée. » Je vais m'arrêter un instant là-dessus. Ce dont on parle en ce moment, c'est de savoir si on peut parvenir à un accord négocié avec l'Iran. Mais écoutez bien, la principale cible de cette manipulation, c'est vous. C'est la presse américaine. Ce que le président Trump essaie de faire, c'est de convaincre les gens que ce qu'ils voient de leurs propres yeux n'est pas réel. Écoutez les mots qui sortent de sa bouche. Lisez ce qu'il publie sur Truth Social. C'est là que je veux que vous placiez votre confiance. Plutôt le reste de ce que vous pouvez voir tout constat par vous-même. Mais c'est vous la cible de cette tromperie. Comprenez bien qu'on continue d'avancer. Le 7 avril, c'est là qu'il a annoncé le cessez-le-feu. Très bien, donc on fait un cessez-le-feu de 2 semaines et ensuite tout ira bien. On va parvenir à un accord négocié. Puis, une semaine plus tard, le 15 avril, il a déclaré que la guerre serait bientôt terminée. Le 17 avril, sur Truth Social, il a écrit « Je viens d'annoncer que le détroit d'Iran est entièrement ouvert et prêt pour un passage complet. » Souvenez-vous, on avait passé beaucoup de temps à en parler dans l'émission à ce moment-là, et il devait y avoir un accord commun selon lequel le cessez-le-feu de 2 semaines serait prolongé sur une période plus longue et que les 2 blocus opposés seraient levés. Presque en même temps, le côté iranien, je crois que c'était Abbas Araghchi, a déclaré que oui, le détroit était désormais complètement ouvert. Et juste après, Trump a réagi sur Truth Social en disant « Oui, il est bien ouvert ». Il a aussi ajouté que notre blocus, à nous, resterait en place. Le blocus iranien, lui, est complètement levé. Donc quoi qu'ils aient convenu en coulisses, ils étaient censés annoncer ensemble que les blocus étaient levés et qu'ils allaient entamer des négociations pendant que le flux de pétrole pouvait reprendre. Mais Trump a tout fait capoter, il a retiré le tapis sous leurs pieds et il a dit « Non, ce n'est pas le cas ». Et bien sûr, quelques heures plus tard, l'Iran a répondu que dans ce cas, le leur non plus, puisque vous n'avez pas tenu parole. Et ça, c'est essentiel. Le président Trump ne fait donc pas que vous mentir. Il ment aussi à nos adversaires, et ça ne fait qu'aggraver la méfiance qui existe déjà. Et encore une fois, ne ratez pas ça, mes amis. Si vous voulez que votre ennemi, quelqu'un que vous détestez, quelqu'un avec qui vous êtes en guerre, arrête de faire des choses qui vous nuisent, par exemple, contrôler le détroit d'Ormuz et bloquer le pétrole, les engrais, l'hélium, l'aluminium, le soufre, toutes sortes de ressources dont on a besoin, le gaz naturel aussi. Il faut qu'il croie que vous ferez ce que vous dites. Sinon, on se retrouve exactement dans la situation actuelle. Il ne vous écoute pas, il ne vous croit pas, et il garde ce passage fermé à notre détriment. Voilà où ça nous mène. Je continue. Le 1er mai, Trump a déclaré au Congrès que les hostilités étaient terminées. En gros, la guerre est finie. Tout semblait prêt, mais ce n'était pas le cas. Rien ne s'est passé. La guerre n'était pas terminée. Il l'a simplement affirmé, mais en réalité, rien n'a changé. Le 23 mai, Trump a annoncé qu'un accord avec l'Iran avait été largement négocié. Donc là, il dit encore à tout le monde, avec l'Iran, on est globalement d'accord sur tout. Les conditions seront publiées plus tard dans la journée, a-t-il ajouté ensuite. Évidemment, ça n'a pas été le cas. C'était le 23. Nous sommes le 29, 6 jours plus tard. Où sont ces conditions? Où est la moindre réponse du côté iranien? Les Iraniens, eux, n'ont cessé de dire « je ne sais pas de quoi ils parlent ». Voici nos conditions. Et elles sont très différentes de celles qu'il avait évoquées auparavant ou de ce que je viens de vous montrer à l'instant. Ensuite, on arrive au 24 mai. Trump a dit que les États-Unis étaient sur le point de finaliser un protocole d'accord pour mettre fin définitivement à la guerre et rouvrir les détroits, sur le point de finaliser un protocole d'accord.
Est-ce qu'on a déjà été aussi près d'en conclure un? À votre avis, qu'est-ce que les Iraniens disent aujourd'hui? Alors, si ce que le président a dit le 24 mai est vrai, si ce que le président Trump a dit il y a environ 2 heures est vrai, enfin non, pardon, c'était même moins que ça. 10h51, oui, désolé, c'était il y a 1 heure. Si ce que le président Trump a dit il y a 1 heure est vrai, on devrait s'attendre à ce que la partie iranienne dise à peu près la même chose. Et donc très bientôt, les blocus opposés devraient être levés. Le flux de pétrole, de gaz naturel et des autres produits dérivés redeviendrait normal. Et on commencerait à défaire tous ces dégâts. Laissez-moi vous montrer ce qu'ils disent. Voici par exemple une déclaration de l'Iran aujourd'hui. Qui parle? Le président de leur parlement et leur principal négociateur. Nous avons obtenu des concessions, non pas par le dialogue, mais par les missiles. Dans les négociations, nous ne faisons que leur faire comprendre. Nous n'avons aucune confiance dans les garanties ou les paroles. Seules les actions comptent. Aucune action ne sera entreprise avant que l'autre camp n'agisse. Et ce dont ils parlent là, c'est à cause de l'embarras qu'ils ont connu la dernière fois, quand Abbas Araghchi avait déclaré que le détroit restait ouvert, alors que Trump avait contredit cette position. Cette fois, ils ont dit que ça n'arriverait plus, qu'ils ne prendraient aucune mesure tant que l'autre camp n'aurait pas agi. Et ça concerne aussi l'argent, parce qu'ils ont dit, le professeur Morandi l'a dit dans notre émission, ils l'ont même dit au niveau du gouvernement, nous obtiendrons d'abord la libération des fonds gelés. Souvenez-vous, je vous ai montré que Trump se tirait une balle dans le pied en publiant sans arrêt ces trucs puérils sur Truth Social, où il montre Obama avec tout cet argent envoyé en Iran. Il s'est moqué sans cesse de l'ancien président en disant « Ah oui, il a juste donné tout ce cash à l'Iran » et tout ce genre de choses. Eh bien, moi, je ne vais pas faire ça sur Truth Social. Je crois qu'il a effectivement répété ça ici. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'argent liquide, si je ne me trompe pas. Non, rien du tout. Aucun cash ne sera échangé. D'accord. Alors dans ce cas, il n'y a pas d'accord parce que l'autre camp dit « on ne peut pas vous faire confiance ». Et vous voyez, Golibaf le dit clairement ici, aucune action ne sera entreprise tant que l'autre partie n'aura pas agi. Et tant qu'ils ne verront pas ces fonds débloqués, on parle d'environ 24 milliards de dollars. Soyons clairs sur les montants, parce que si je comprends bien, je crois que le chiffre était d'1,7 milliard que le président Obama avait libéré. Encore une fois, il ne leur a rien donné, il a simplement débloqué leurs propres fonds, qui leur appartenaient déjà. Soyons honnêtes là-dessus aussi, parce que le président Trump, lui, ne l'est pas. Il ment tout le temps, et il l'a dit aussi. Tous ses partisans mentent aussi en disant que nous leur aurions, je cite, donné de l'argent liquide. C'est faux. Nous leur avons simplement permis d'accéder à leur propre argent, celui qui leur appartenait déjà. Eh bien, maintenant, c'est exactement la même chose qu'ils exigent ici. Nous allons récupérer l'accès à notre propre argent et vous allez en libérer une partie. Je ne connais pas le chiffre exact, mais j'ai entendu dire que ça tournerait autour de 10 à 12 milliards de dollars, à peu près la moitié. Et ils disent que tant qu'ils n'auront pas cette moitié, ils ne feront rien. Et comme l'a expliqué le professeur Morandi dans notre émission il y a 3 jours, ils vont obtenir d'abord un allègement des sanctions sur les infrastructures énergétiques. Ces sanctions doivent être levées en premier. Ensuite, ils répondront en retour. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, d'après ce que dit la partie iranienne. Je viens de vous montrer à quel point ils sont vraiment fermes là-dessus. Ils disent qu'ils n'ont aucune confiance dans les paroles et qu'ils ne feront rien avant que l'autre camp agisse. Et il ajoute un 3e point. Le gagnant de tout accord, c'est celui qui sera le mieux préparé à la guerre dès le lendemain. Donc,
Ils font clairement passer le message qu'ils aimeraient que tout cela se règle par la voie diplomatique. Ils sont prêts à le faire, comme ils l'ont déjà été par le passé. Mais, parce qu'on leur a déjà retiré le tapis sous les pieds, parce qu'on leur a menti pendant les négociations et qu'on les a frappés militairement en même temps, ils ne feront plus rien tant qu'ils n'auront pas obtenu quelque chose d'abord. Et si nous ne prenons pas l'initiative, nous sommes prêts, comme l'a aussi déclaré aujourd'hui Mohsen Rezaei, le principal conseiller militaire du Guide suprême. Si le blocus naval se prolonge au-delà d'un certain délai, nous le briserons et nous forcerons les États-Unis à y mettre fin, soit par la négociation, soit en cas de résistance, par une action directe. Autrement dit, ils montent clairement d'un cran. Alors maintenant, leur message c'est soit vous prenez des mesures concrètes pour instaurer un peu de confiance et la partie iranienne est prête à suivre cette voie, soit nous nous préparons à une action militaire. Et contrairement à ce qu'a dit Ghalibaf, qui parle de se préparer à la guerre, Mohsen Rezaei, lui, dit qu'il se prépare à passer à l'offensive. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment même, pendant qu'on parle, dans la salle de crise de la Maison-Blanche? Ce que j'espère, c'est qu'il y a là-bas suffisamment de gens, des hauts gradés de l'armée, qui disent au président, « Monsieur le Président, il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Les conditions que vous avez publiées sur Truth Social ne sont pas acceptables pour l'autre camp. Et si vous utilisez la force militaire pour essayer de les y contraindre, ce que bien sûr Lindsey Graham veut, Mark Levine veut, Mike Pompeo veut, et ainsi de suite, Jack Keane aussi, sans parler de certains grands noms, comme le général Kellogg. Eh bien, ils réclament ça depuis le début. Ils sont tous fous. Soit ils sont fous, soit ils se moquent complètement de la vie humaine. Ils se moquent de notre économie. Ils ont juste cette obsession de vouloir encore frapper l'Iran. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux qu'en faire des suppositions. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'ils ont complètement tort. Si le président Trump les écoute, ainsi que les autres personnes qui défendent cette idée, et on peut facilement imaginer que certains viennent de l'intérieur d'Israël, à vous de deviner qui. Eh bien, si le président Trump les écoute et décide de dire « Très bien, on va recommencer à bombarder », alors il fera exploser les dégâts pour notre pays, bien au-delà de ce qu'ils sont déjà. On a déjà beaucoup souffert. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Je vous ai présenté des experts ici, des gens de tous horizons. Je parle de figures reconnues du courant dominant, comme Exxon elle-même, et bien d'autres grands noms de toute l'infrastructure énergétique. Tous nous disent la même chose. Les voyants sont au rouge, les sirènes retentissent. On est littéralement à quelques semaines du point de rupture, parce qu'on arrive à court de capacité de stockage de pétrole pour compenser ce qui est à l'arrêt dans le détroit. Et ça va être énorme. Là, on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut pas manipuler la situation. On ne peut pas la maquiller sur Truth Social, ni prétendre qu'un accord est sur le point d'être conclu pour faire artificiellement baisser les prix. Parce que les fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Une fois qu'on aura atteint ce stade, ce sera un effondrement. Et ça va lui faire très mal. Si le président Trump écoute ces gens-là dans la situation actuelle, ce sera bien pire, parce que là, ce ne sera plus seulement une décision politique. Pour l'instant, il est encore possible de trancher, d'ouvrir les vannes. Ce sera un long processus, comme on vous l'a déjà expliqué, mais au moins ça pourra commencer. Mais s'il passe à l'option militaire maintenant, ça va détruire une grande partie de cette infrastructure. Et il faudra des années, avec un S, des années, avant que tout ça, même une fois la guerre terminée, puisse revenir à quelque chose qui ressemble au flux qu'on avait le 27 février. Berman nous dit qu'on n'y reviendra peut-être jamais. Il y a des choses que personne ne sait. Moi, je ne sais pas, lui non plus. L'Arabie Saoudite, le Koweït,
Oman, le Qatar. Personne ne sait, parce que beaucoup d'entre eux ont dû tout arrêter. C'est pareil du côté iranien. Ils ont eu beaucoup d'arrêts forcés. Ils ont dû couper leurs pompes et leurs puits de pétrole. Et personne ne sait ce qui va se passer quand ils vont tout redémarrer. Donc tout ça, c'est de la théorie. On n'a jamais vu ça, surtout à cette échelle, et il est peu probable que tout fonctionne parfaitement. On peut facilement imaginer que non. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, la seule chose que le président Trump devrait faire à partir de là, c'est de modifier les conditions qu'il vient d'annoncer pour Truth Social et de les adapter à quelque chose que le camp iranien puisse accepter et qui permette d'avancer sur certains points, ce qui bien sûr sera politiquement impossible. Eh bien, c'est pas impossible, mais ce serait très douloureux pour lui de le faire. Sinon, il peut continuer à mentir. Et là, c'est le seul cas où je dirais, d'accord, on les a tellement écrasés qu'ils vont partir d'eux-mêmes. Il leur faudra des décennies pour reconstruire quoi que ce soit. Donc, on range nos jouets et on rentre à la maison. Et à ce moment-là, le flux reprendra. La pire chose qu'ils puissent faire, c'est d'écouter les va-t-en-guerre. Mais en ce moment, on est dans une situation extrêmement dangereuse, parce qu'il n'y a plus aucune confiance en nous. Et attention, ça dépasse largement ce contexte. C'est un problème fondamental, au cœur même de la présidence de Trump. Je vais vous montrer encore une chose avant de vous laisser aujourd'hui, parce que vous allez voir que ce n'est pas seulement un problème propre au Moyen-Orient. C'est dans sa personnalité et ça a un impact profond partout. Sur toutes sortes de questions de politique étrangère, sur le commerce aussi, mais surtout sur les questions de guerre et de paix. Le voici, en 2023, expliquant très sûr de lui à Fox News comment il compte mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en une seule journée. Poutine aimait beaucoup l'Ukraine. C'était un peu la prunelle de ses yeux. Mais il n'a jamais bougé avec moi, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas le faire. Souvenez-vous aussi de ça, à propos de Poutine. Vous savez, on aime dire « Oh, Trump était trop conciliant ». J'ai été plus dur avec la Russie que n'importe qui dans l'histoire, avec les sanctions et tout le reste. Vous avez dit que vous pourriez mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Oui, comment feriez-vous? Je connais très bien Zelensky. Je l'ai trouvé très honorable, parce que quand on lui a demandé à propos de l'appel téléphonique parfait que j'ai passé, il a dit que c'était effectivement parfait. Il a même dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Il aurait pu en profiter pour se mettre en avant, dire « Oh, je me suis senti menacé ». Eh bien, ça ne suffira pas pour que Poutine arrête de bombarder l'Ukraine. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je connais très bien Zelensky, et je connais aussi très bien Poutine, même encore mieux. Et j'avais une bonne relation, une très bonne relation avec tous les deux. Je dirais à Zelensky, ça suffit, il faut conclure un accord. Et je dirais à Poutine, si tu ne fais pas d'accord, on va leur donner beaucoup. On leur donnera plus que tout ce qu'ils ont jamais eu, s'il le faut. Moi, je conclurai l'accord en une journée. Une seule journée. Oui, un jour. Ça fait 16 mois maintenant. Ce un jour est devenu les 100 premiers jours. Et puis il a dit, je plaisantais, j'étais pas sérieux. D'accord. Ensuite, c'est devenu 4 mois, puis 6 mois, et maintenant c'est complètement écarté. Il n'essaie même plus. Alors, où est la confiance du côté ukrainien? Où est la confiance du côté russe et du côté européen? Trump avait dit qu'il allait intervenir. Il avait dit, je dirais à Zelensky qu'il doit mettre fin à tout ça. Et ça correspond exactement à ce que Doug McGregor avait dit dans notre émission avant que le président Trump ne soit investi. Il avait dit, je conseillerais au président Trump de dire à Zelensky d'arrêter ça, que soit il le fait lui-même, soit on le fera à sa place. Et on allait arrêter tout notre soutien et tout le reste pour qu'il soit obligé d'y mettre fin. Il ne l'a jamais fait.
À la place, il a changé les conditions, les termes, et il a sorti tout un tas de trucs du genre « Vous savez quoi? Je vais vendre plein de choses. Oui, je vais vendre plein de matériel à l'Ukraine. » Et je crois qu'ils appellent ça le programme Pearl, où les pays européens achètent notre matériel et le revendent aussi. Donc non, il n'a pas fait ce qu'il avait promis. Il a menti. Il vous a menti, à vous, le peuple américain. Il a menti aux Ukrainiens, il a menti aux Européens, en disant qu'il allait mettre fin à tout ça. Un jour, on devait en finir. Et au lieu de ça, il a continué à faire de l'argent pour les élites. Les faucons de guerre étaient contents. Le complexe militaro-industriel et politique continue de se gaver. Et eux, ils s'en fichent complètement de savoir qui paie la note. Ils s'en fichent que l'Ukraine paye elle-même ou que ça vienne d'un pays européen. Tant que quelqu'un paie et que la machine continue de tourner, ça leur va. Trump, lui, a arrêté d'essayer. Il a vraiment arrêté d'essayer. Et puis, il y a cette affirmation « Poutine aurait eu peur de moi. Poutine n'aurait pas fait ça si j'avais été aux commandes. » Eh bien, Poutine est aux commandes. Toi, tu l'étais aussi, et il n'a rien fait pour arrêter quoi que ce soit. Donc non, il n'a clairement pas peur de toi. Et maintenant, nous voilà en train d'enregistrer cette vidéo le 29 mai. La Russie a déjà prévenu et donné un avertissement à l'avance, aussi bien au secrétaire d'État Marco Rubio qu'à tous les autres Européens, et publiquement, qu'une frappe massive sur Kiev pourrait avoir lieu d'ici quelques jours. On verra s'ils la mettent vraiment à exécution ou pas, mais c'est bien ce qu'ils ont annoncé. Est-ce que vous voyez du côté russe des signes de peur, quelque chose qui montrerait qu'il a peur du président Trump? Est-ce que vous avez vu Trump faire quoi que ce soit? Est-ce qu'il a déclaré « Vous n'irez pas plus loin, ça n'arrivera pas » ? Non, il n'a même pas abordé le sujet. Alors, qui dirige vraiment tout ça? Qui tient les rênes entre les États-Unis et Israël? Ce matin, la presse israélienne dit que les forces de défense israéliennes avancent au nord du fleuve Litani, au Liban. C'est précisément l'endroit où les Iraniens avaient dit « Vous devez tout arrêter là, sinon il n'y aura pas d'accord ». Et pourtant, ils sont allés plus loin que jamais. Plus loin même que ce dont ils avaient parlé auparavant. Avant, la limite, c'était le fleuve Litani. Maintenant, ils avancent au-delà. Qui est responsable de cet accord? Est-ce qu'il y a la moindre confiance là-dedans? Le président Trump ne cesse de dire toutes ces choses, mais il n'en fait aucune. Et maintenant, cette guerre pourrait s'étendre parce que le président Poutine ne fait confiance à rien de ce que dit le président Trump. Ils ont voulu négocier sans arrêt, tout le temps, pendant l'administration Biden, mais aussi pendant les 16 mois du mandat de Trump. Et rien ne s'est passé. Donc, il n'a aucune confiance dans ce qui vient de Washington. Il va donc faire sur le terrain en Ukraine tout ce qu'il pense devoir faire. Et Dieu nous en préserve. Mais c'est bien possible, on vous a montré l'ambassadeur Polyansky, l'ambassadeur russe auprès de l'OSCE, l'organisation européenne. Il pourrait frapper en Europe comme moyen de dissuasion pour tenter d'arrêter la guerre ici. Le président Trump ne l'a jamais fait. Il n'a pas pu le faire. Il avait dit qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. Alors maintenant, les Russes vont agir par eux-mêmes et ça pourrait étendre la guerre au-delà des frontières de l'Ukraine. Et Dieu seul sait ce qui pourrait se passer ici. Tout ça parce qu'on ne peut pas prendre un seul mot de la bouche du président Trump au pied de la lettre. Point final. C'est un point crucial, immense pour notre pays et une énorme faiblesse. Personne ne nous fait confiance, personne ne croit un mot de ce qu'on dit. Du coup, on ne peut conclure aucun accord négocié parce que qui nous ferait confiance, à moins qu'on commence par faire des concessions nous-mêmes? C'est la seule chose qui pourrait redonner vie à cette situation. La seule façon de sauver ce désastre, commencer par donner quelque chose nous-mêmes. Je ne suis pas sûr que le président Trump en soit capable. C'est pourtant la bonne chose à faire. C'est la chose logique.
ce serait vraiment mettre l'Amérique d'abord, parce que moi, je mettrais les besoins du pays avant mes propres intérêts. Et si ça veut dire que je dois mettre de côté mon arrogance et mon orgueil, je le ferai, si c'est pour sauver le pays. Je sais bien que ça paraît absurde de dire que Trump se soucie vraiment du peuple américain, mais c'est là où on en est. Alors si on ne change pas les choses très vite, vraiment très vite, toute cette guerre au Moyen-Orient pourrait exploser. Et même si on essaye encore de repousser le problème, on voit bien du côté iranien que ça risque de ne pas marcher non plus. Parce qu'il pourrait très bien se dire « Hey, on va passer à l'action directe. » Si votre blocus ne se lève pas, on pourrait bien forcer les choses. Cette décision pourrait donc aussi échapper aux mains du président Trump. On peut imaginer que cette idée, cette petite phrase, est sans doute en train d'être discutée dans la salle de crise, à l'instant même où on parle. On verra bien ce qui va se passer avec ça. On verra aussi ce qui va se passer en Europe. Ça pourrait bien nous exploser au visage. À nous aussi. Et le président Trump apparaîtra alors impuissant, à un moment où il avait une crédibilité énorme pour les États-Unis, une réputation immense. Il aurait pu faire ce qu'il disait, il aurait pu écouter Doug McGregor et mettre fin à la guerre en Ukraine dès son arrivée au pouvoir. Et en 3 à 6 mois, tout aurait été terminé. La fin aurait été moche, oui, mais ça aurait été la fin. Personne d'autre ne serait mort. Et cette situation serait maintenant derrière nous. On en serait à la phase de reconstruction. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. On avait un accord entre les mains, une occasion en or, meilleur encore que l'accord d'Obama, vraiment meilleur, et il l'a jeté à la poubelle. Alors maintenant, qui va croire un mot de ce qu'il dit? C'est pour ça que c'est si important. À chaque fois qu'il ne tient pas parole, qu'il ne fait pas ce qu'il a promis, on s'enfonce un peu plus dans les problèmes. Et ces problèmes s'accumulent, comme une pression au-dessus de nous. Et lui, il continue à faire semblant que tout va bien. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais il paraît que la bourse bat tous les records, simplement parce qu'il manipule les déclarations qu'il fait. Les gens se disent « Ah oui, tout va bien. Le prix du pétrole baisse. » Mais c'est une illusion, ce n'est pas réel. Comme beaucoup le disent, tout ça est sur le point de s'effondrer. Et c'est peut-être notre dernière chance d'éviter le pire du crash. Je pense qu'il est déjà trop tard pour éviter une forme de crise. Il faut juste espérer qu'elle ne soit pas trop grave. Parce que s'il continue sur cette voie, s'il continue de mentir au peuple américain et à nos adversaires, alors cette chute sera importante. Et nous allons en payer le prix. On revient dans environ 23 minutes. Nima Al-Oshid sera avec nous pour nous dire, disons, ce que dit le camp iranien. Il est excellent parce qu'il a beaucoup de contacts à l'intérieur de l'Iran. Et bien sûr, il lit la presse iranienne d'une manière que nous, on ne peut pas. Donc il va avoir des points de vue très intéressants à partager. Ce sera à 12h30 dans l'émission Daniel Davis Deep Dive. On se retrouve très vite. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, surtout ceux qui aiment écouter des podcasts. Dites-leur d'ajouter Daniel Davis Deep Dive à leur liste. Ils doivent savoir ce que vous savez déjà, et ils peuvent l'écouter là où ils écoutent d'habitude leur podcast. Il suffit de leur en parler.